Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne. Je vous remercie vraiment d'être ici aujourd'hui. J'ai une toute nouvelle histoire pour vous. Alors, commençons. Je m'appelle William. Juste une semaine après la finalisation de mon divorce, mon ex-femme s'est remariée. Oui, vous avez bien entendu. Elle n'arrêtait pas de parler de comment elle avait enfin trouvé l'homme parfait. On aurait dit qu'elle avait touché le gros lot, tellement elle se vantait de ce type. Mais quand j'ai enfin vu cet homme parfait, pour lequel elle m'avait échangé, je n'ai pas pu m'arrêter de rire. Mais avant que vous pensiez que je suis juste mesquin ou méchant, revenons au début. Car pour comprendre pourquoi je trouve ça si drôle maintenant, vous devez entendre l'histoire complète. Alors, commençons par le début. J'ai rencontré mon ex-femme pour la première fois lors d'un week-end où je rendais visite à ma tante. Ma tante aimait toujours quand je passais. Alors j'ai fait le voyage. Quand je suis arrivé, Evelyne était là aussi. Apparemment, elle connaissait ma tante par leur groupe d'église. Elles n'étaient pas vraiment les meilleures amies, mais assez proches pour qu'Evelyne passe de temps en temps pour prendre des nouvelles ou donner un coup de main. Pour être honnête, la première fois que j'ai vu Evelyne, je l'ai à peine remarquée. Pas parce qu'elle n'était pas jolie ou quoi que ce soit. Elle était. Mais vous savez, parfois, on rencontre des gens et ils ne laissent aucune impression. C'est exactement ce qui s'est passé. On a échangé quelques mots polis, mais c'était tout. Si vous m'aviez demandé une semaine plus tard de la décrire, je n'aurais probablement rien pu vous dire à son sujet. Quelques mois plus tard, je suis retourné voir ma tante. Et cette fois, Evelyne était là aussi. Mais la situation était un peu différente. Elle était active, aidant ma tante à nettoyer la maison, à cuisiner des petites choses comme ça. On a fini par parler un peu plus ce jour-là, et la conversation était bien plus fluide que je ne l'avais prévu. Je n'ai même pas réalisé combien de temps avait passé jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle devait partir, alors qu'elle se préparait à s'en aller. Ma tante est fidèle à son habitude curieuse mais bien intentionnée, m'a donné un petit coup de coude et a murmuré. Tu ferais mieux de ne pas laisser celle-là filer. J'ai ri sur le moment, pensant qu'elle plaisantait, mais avant de partir, Evelyne a sorti son téléphone et a dit d'un air décontracté « restons en contact ». Je lui ai donné mon numéro, elle m'a donné le sien. Après son départ, ma tante m'a taquiné encore plus. Elle a fait une blague sur le fait que j'étais déjà accro, ce qui m'a fait rire. À l'époque, je n'y ai pas beaucoup pensé. Mais avec le recul, je réalise que c'était le début, je ne le savais pas encore. On a commencé à discuter, à s'envoyer des messages tout au long de la journée. Parfois, on parlait au téléphone pendant des heures, le soir. Elle semblait toujours intéressée par toutes les bêtises dont je parlais. Une chose que j'ai vérifiée tôt, c'est qu'elle était bien célibataire. Ma tante, qui la connaissait par l'église, l'avait déjà confirmé sans que je pose la question. Ça m'a donné le feu vert pour me détendre et voir où les choses allaient mener. Après quelques semaines de discussion, j'ai enfin pris mon courage à deux mains pour inviter Evelyne à sortir. Elle a souri et a dit oui. On a fixé notre premier rendez-vous pour le week-end suivant. Et à partir de là, tout s'est mis en place naturellement. La phase de rencontre entre nous était facile. On est sortis ensemble pendant quelques années avant de parler sérieusement de mariage. Je pensais que ceux qui se précipitaient dans le mariage finissaient souvent par s'écraser parce qu'ils n'avaient pas pris le temps de vraiment se connaître. Finalement, après des années de relations, on a décidé qu'il était temps. On s'est mariés avec la conviction qu'on avait tout fait correctement, mais parfois, la vie ne fonctionne pas comme on le pense. Je le vois clairement maintenant. On a pris le chemin lent, pensant que ça garantirait notre vie de couple, mais ça n'a pas marché. Après notre mariage, j'ai décroché un nouvel emploi qui payait mieux que tout ce que j'avais eu auparavant. À l'époque, ça semblait être la meilleure décision que je pouvais prendre pour nous. Le seul problème, c'est que ça impliquait de voyager beaucoup, de partir hors de l'État pendant des jours, parfois même des semaines. Je détestais être loin, mais je voyais ça comme un sacrifice temporaire pour un gain à long terme. Gagner de l'argent maintenant, nous mettre à l'aise, et plus tard, je pourrais trouver quelque chose de plus stable près de chez nous. Ça me semblait logique. Je pensais que ça le serait aussi pour ma nouvelle épouse, Evelyne. Au début, elle semblait me soutenir. Mais à mesure que les voyages s'accumulaient, la tension montait. Ce qui était autrefois un baiser d'adieu chaleureux s'est transformé en un hochement de tête froid. Au lieu de demander quand je rentrerais, elle commençait à dire des choses comme bien sûr. Encore un voyage, j'ai essayé de lui expliquer encore et encore que je ne faisais pas ça parce que je voulais être loin d'elle. L'argent était important. Mais peu importe combien de fois j'essayais d'expliquer, elle ne comprenait pas. Pour elle, on aurait dit que je choisissais le travail plutôt qu'elle. Je rentrais épuisé d'un vol de nuit. Et elle commençait à s'en prendre à moi pour des choses qui auraient pu être ignorées. Elle a commencé à m'accuser de choses dont je n'avais même pas rêvé. Elle me demandait
sérieuse. Si je couchais avec d'autres pendant mes voyages, elle disait que ça avait du sens pour elle, dans son esprit. Ce n'était pas le travail qui m'épuisait. C'était une autre femme. Au début, je pensais que si je ne donnais pas de poids à ses accusations, elle s'éteindrait d'elle-même. Je restais calme. Lui disais qu'elle avait tort et que je l'aimais, mais ça n'a pas arrêté. Ça a empiré. Être à la maison commençait à ressembler à entrer dans une salle d'audience où j'étais toujours le défendeur et elle, le procureur en colère. J'ai commencé à trouver des excuses pour rester dehors plus longtemps quand j'étais de retour. N'importe quoi pour éviter le champ de mine qui m'attendait derrière notre porte d'entrée. Même avec toute cette distance, même en essayant d'éviter les conflits, rien ne changeait. La froideur entre nous s'est simplement accentuée, et le plus triste, c'est que je n'étais pas heureux d'être loin non plus. J'ai même commencé à chercher d'autres emplois, ceux qui me garderaient plus près de chez nous. Mais les quelques offres que j'ai reçues payaient à peine de quoi s'en sortir. J'avais l'impression que, quoi que je fasse, je devais choisir entre être fauché ou être seul. Et aucun des deux ne semblait être une vraie victoire. Je me souviens être rentré à la maison après un de mes voyages professionnels, et quand j'ai franchi la porte, elle m'a accueilli avec un petit sourire. Au début, j'ai pensé qu'elle en avait enfin assez de se disputer, ou qu'elle avait réalisé qu'on serait tous les deux mieux si on laissait tomber les petites choses. Pendant un temps, j'ai cru que les choses s'amélioraient, mais il n'a pas fallu longtemps avant que je remarque autre chose. Evelyne n'était plus beaucoup à la maison. Elle disait qu'elle faisait des courses ou qu'elle allait chez une amie. Je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives. Je ne voulais pas être ce mec qui accuse sa femme de tromperie juste parce qu'elle avait une vie en dehors de la maison. Alors, je n'ai rien dit au début, mais au fond, ce pressentiment grandissait. Et il devenait de plus en plus fort. Un après-midi, Evelyne m'a dit, comme d'habitude, qu'elle allait chez son amie. J'ai juste hoché la tête et je l'ai regardée partir. Quelques heures plus tard, j'étais dans le salon quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte, et l'ami qu'Evelyne disait voir était là, devant moi, demandant si Evelyne était à la maison. Je suis resté là une seconde, ne sachant même pas quoi dire. Je l'ai invitée à entrer tout en réfléchissant à ce que je devais faire. Après quelques minutes, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Evelyne. Elle a répondu, et quand je lui ai demandé où elle était, elle a dit sans hésiter qu'elle était chez son amie. J'ai regardé son amie assise sur le canapé en face de moi et j'ai ressenti une vague de colère et de tristesse à la fois. Je lui ai demandé « Ton amie est là avec toi ?» Elle a répondu sans sourciller. « Oui, elle est juste là. » C'était fini. Elle m'avait menti en face sans même ciller. Je n'ai rien dit d'autre. Je lui ai juste dit Plaka, à plus tard. Et j'ai raccroché, assis là, regardant son amie qui ne savait clairement pas ce qui se passait. J'ai décidé que j'attendrais qu'elle franchisse la porte. Elle me devait une explication, et cette fois, elle ne pourrait pas s'en sortir par des paroles. Quand Evelyne est enfin rentrée ce soir-là, j'étais prêt. Je lui ai demandé directement « Où étais-tu aujourd'hui ?» Elle a répété le même mensonge. Parlant de comment elle avait passé tout l'après-midi chez son amie, je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène, je lui ai juste dit calmement que son amie était venue à la maison pour la chercher. J'ai vu son visage changer. Au début, elle a maintenu le mensonge, disant que je devais me tromper. Je lui ai demandé d'appeler son amie, là, tout de suite, pour clarifier les choses. C'est là qu'elle a refusé, donnant des excuses sur comment ce serait gênant, qu'elle ne voulait pas mêler son amie à notre drame. Dès qu'elle a réalisé que les mensonges ne marchaient plus, elle a complètement changé de tactique. Au lieu de s'excuser ou même d'admettre quoi que ce soit, elle m'a attaqué. Elle a dit que je l'avais abandonnée émotionnellement bien avant qu'elle ne commence à sortir. Que je choisissais toujours le travail plutôt qu'elle, que peut-être si j'avais été un meilleur mari, elle n'aurait pas eu besoin de quelqu'un d'autre. Elle a même retourné les accusations contre moi, prétendant que je devais avoir quelqu'un d'autre vu que je voyageais autant. C'était comme si elle voulait tout renverser pour que je sois le méchant et qu'elle puisse être la victime. Finalement, elle a admis qu'il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui la faisait se sentir vue et appréciée. Elle m'a dit sans détour qu'il était meilleur que je ne l'avais jamais été. Elle n'a pas retenu ses coups. Elle a continué à parler de combien il était merveilleux, attentif, soutenant, différent. Le moment où Evelyne a enfin avoué qu'elle voyait quelqu'un d'autre, je n'ai pas essayé de la faire changer d'avis. Et je n'ai certainement pas supplié. J'ai appelé un avocat le lendemain matin et j'ai demandé le divorce. C'était l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais prises, mais en même temps, c'était la plus facile. Quand quelqu'un vous montre qu'il ne vous valorise plus, vous ne restez pas là à demander plus de punition. Vous partez. Je ne voulais pas vivre un jour de plus à faire semblant qu'on avait encore quelque chose à sauver. Pour ceux qui n'ont pas vécu ça, laissez-moi vous dire, le divorce n'est pas rapide. Ce n'est pas comme dans les films où quelqu'un pose des papiers sur une table et c'est fini le lendemain. C'est lent, compliqué.
et ça traîne en longueur. Il y avait des audiences au tribunal, des réunions avec des avocats, des paperasses interminables, et le poids émotionnel de tout ça, je ne le souhaiterais à personne. Chaque petite décision, qui garde quoi, qui paye quoi, se transforme en bataille, et vous devez rester calme à travers tout ça. Car le système ne se soucie pas de qui souffre le plus, il s'agit de ce qui est juste sur le papier, pendant que le processus de divorce traînait. Evelyne ne semblait pas du tout perturbée, elle a fait ses valises, a emménagé directement avec son soi-disant prince charmant. Nos rares courtes conversations après son départ étaient difficiles. Chaque fois qu'on devait parler, généralement à propos des formalités légales ou du partage de nos biens, elle s'arrangeait pour me lancer des petites piques. Elle souriait et disait des choses vraiment comme « Eh bien, tu n'as jamais vraiment été assez pour moi de toute façon. » Ou « Merci mon Dieu. J'ai trouvé quelqu'un qui sait vraiment comment traiter une femme. Je ne vais pas mentir. » Ces mots faisaient mal au début. Mais après un moment, j'ai réalisé que je devais arrêter de laisser ces paroles vivre gratuitement dans ma tête. Je ne pouvais plus contrôler ce qu'elle disait ou faisait. Mais je pouvais contrôler ma façon de réagir, après presque une année complète d'audience, de paperasse et de négociations. Le divorce a enfin été finalisé. Evelyne a obtenu quelques trucs dans le règlement, mais j'ai gardé la plupart de ce qui comptait. À la fin, je suis parti la tête haute et ma dignité intacte. Et ça valait plus que tout ce qu'elle aurait pu me prendre. C'est exactement une semaine après la signature des papiers de divorce que j'ai appris la nouvelle. Quelqu'un m'a dit, presque en passant, qu'Evelyne s'était déjà remariée. Je me souviens savoir cligné des yeux une seconde. Genre, attends, quoi? Je pensais qu'il y aurait au moins un peu de temps entre les relations. Mais non, apparemment, elle n'a pas perdu de temps pour se marier avec son nouvel homme. Je ne me suis pas énervé. Cependant, je leur ai simplement souhaité bonne chance. Je n'avais pas prévu de la revoir un jour. Mais la vie est parfois drôle. Environ un mois plus tard, je faisais des courses un après-midi quand je les ai croisées, Evelyne et son nouveau mari. Elle m'a vu en premier, et le sourire sur son visage a disparu comme une pierre. Dès que j'ai posé les yeux sur le type, j'ai commencé à rire. Elle se vantait toujours pendant le divorce de combien son nouvel homme était tellement mieux. Plus riche, plus fort. Plus tout, et le voilà. Un petit mec à l'air négligé qui semblait vivre encore chez sa mère. Je me suis dit, c'est pour ça qu'elle m'a trahi. C'était ça, son idée de faire mieux. Elle a juste attrapé son bras et l'a tiré comme un enfant essayant de cacher un jouet cassé. Je leur ai souhaité une bonne journée et j'ai continué à marcher. Je ne riais pas parce que je la détestais ou parce que j'étais amer. Je riais parce que j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais évité une balle, une grosse... et il y avait aucune partie de moi qui voulait revenir en arrière et réparer quoi que ce soit. En m'éloignant de ce moment, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis longtemps. Juste un sentiment de paix profonde que j'avais enfin fermé une porte qui devait rester close. Evelyne a fait son choix. Et moi aussi. Et à la fin, je pense que j'ai eu la meilleure part. Ma liberté, ma païque, et un avenir grand ouvert devant moi. Après le divorce, j'ai pris une décision tôt. Je n'allais pas me lancer dans une autre relation tout de suite. J'avais besoin de temps pour être seul, pour guérir, pour comprendre ce que je voulais vraiment à l'avenir. Fait amusant. Après le divorce, une des amies d'Evelyne a commencé à être un peu trop gentille avec moi. Elle prenait souvent de mes nouvelles, envoyait des messages amicaux et faisait la conversation dès qu'on se croisait en ville. Malgré tout, j'essayais de ne pas trop y penser. Après tout ce que je venais de traverser, la dernière chose que je voulais était de me retrouver dans quelque chose de compliqué. J'avais besoin d'une pause du drame. Pas d'une deuxième portion. En repensant à tout ça, j'ai appris quelques vérités difficiles de la manière la plus douloureuse. La première, c'est qu'aucune patience ne peut réparer quelqu'un qui est déterminé à vous mal comprendre. J'ai passé des années à essayer de m'expliquer, à être raisonnable, à être compréhensif. Mais si quelqu'un est déjà décidé à vous voir comme le méchant, peu importe à quel point vous parlez calmement ou à quel point vous essayez, ils déformeront vos paroles, vos actions, même vos bonnes intentions en quelque chose de laid. Et ce n'est pas votre faute. Une autre leçon, c'est qu'on ne peut pas perdre quelqu'un qui n'a jamais vraiment été avec vous au départ. Je pensais que perdre Evelyne signifiait que j'avais échoué, que j'avais laissé quelque chose de précieux me glisser entre les doigts. Mais la vérité, c'est qu'elle s'était désengagée bien avant qu'on signe les papiers de divorce. Elle était là physiquement, mais émotionnellement, elle avait quitté le mariage depuis longtemps. Je partage tout ça non pas parce que je veux que quelqu'un ait pitié de moi, mais parce que peut-être quelqu'un là dehors a besoin de l'entendre. Peut-être que vous êtes coincé à essayer de réparer quelque chose qui ne peut pas l'être, ou que vous vous blâmez pour la décision de quelqu'un d'autre de partir. Si c'est vous, j'espère que vous retiendrez ça de moi. La paix vaut mieux que faire semblant. La liberté vaut mieux que forcer quelque chose qui vous fait mal. Bref, c'est mon histoire. Qu'en pensez-vous? Les amis, j'aimerais lire vos pensées dans les commentaires.
Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Qu'en avez-vous appris? Parlons-en.